Donc, cette première situation, c'est comme je l'ai dit tantôt, c'est inspiré d'une réalité qu'on a observée aussi. Et ça, cette image, c'est pour dire quoi? C'est pour dire qu'il est toujours important qu'entre les villages, il y ait une délimitation claire. S'il n'y a pas cette délimitation claire, le risque, c'est quoi? Le risque, c'est les tensions, le risque, c'est les bagarres et tout ce qui peut s'en suivre comme dégâts matériels. Et nous savons tous qu'en général, dans notre pays, pour être sûr, pour avoir cette délimitation officielle, si ça ne va pas, si ce conflit persiste avec vos villages voisins, ce serait toujours bien de vous référer à l'autorité administrative ou alors à la chefferie supérieure, selon le cas, pour essayer de résoudre ce problème qui vous embête en fait. Donc ça, c'est une illustration pour parler de cette situation en fait. Après cela, nous avons un problème également qu'on a observé dans beaucoup de villages, pas seulement le vôtre, ici. Ici, l'image représente un papa ou un monsieur qui est en train de montrer un espace à ce type, à qui par exemple il est en train de vendre la terre. Ce que l'image nous enseigne, ce que l'image nous montre aussi, c'est que la première chose c'est quoi? C'est que c'est un acte qu'il est en train de poser par exemple seul. Il n'y a personne avec lui, il n'y a pas ses frères, il n'y a pas la communauté autour de lui. Et on sait généralement que dans nos villages, les terres appartiennent à la famille, les terres appartiennent à la communauté. Et généralement, ces terres sont exploitées pour le bien-être de la famille et tout. Donc, on sait que également la terre, lorsqu'on vend comme ça, la terre n'est pas mesurée. Elle n'est pas véritablement mesurée. Ce qui fait qu'avec le temps, lorsque cette personne va s'installer là, si cette personne est de mauvaise foi, cette personne va prendre encore plus d'espace. Et avec le temps, ça va causer des problèmes dans le village, ça va causer des problèmes avec les communautés riveraines et tout ce qui va avec. Donc l'idée, c'est de montrer ces réalités-là que l'on observe dans nos villages, pas seulement à Etoknan, mais seulement l'idée, c'est aussi de montrer quoi? Que voilà, peut-être cette terre, je dis n'importe quoi, elle est vendue à 200 000 ou 300 000 aujourd'hui, mais lorsque la terre est conservée dans le patrimoine familial, on sait tous que la terre prend de la valeur avec le temps et que c'est le patrimoine de la famille et qu'il faudrait éviter de le vendre n'importe comment et n'importe qui dans ces conditions-ci. Ça, c'est ce que cette image démontre. Par la suite, ceci montre le phénomène sous un autre angle. Sous un autre angle. Ici, qu'est-ce que vous remarquez, par exemple? Je vous montre en même temps. Vous voyez l'image? Ici, sur l'image, qu'est-ce que vous voyez? Voilà. Vous allez remarquer, il y a 3 messieurs différents. Ils sont tous sur un espace. Derrière eux, il y a des femmes qui se querellent, qui se disputent, et chacun a un papier en main. Le papier en main, en réalité, est un peu comme on vous dit quoi? Un peu comme un titre de vente. Et chacun pense à qui? À un même monsieur, un même monsieur, un même monsieur. Ça veut dire que ce même monsieur a vendu ce même espace à 3 personnes. C'est ce que l'image explique en fait. Vous voyez un peu? L'image est juste là pour expliquer que ce monsieur-ci, il a vendu cet espace à 3 personnes. Et les 3 se sont retrouvés sur le même terrain. L'autre avait déjà commencé les constructions derrière. Vous voyez, il y a des constructions en arrière. Il y a des constructions que celui-ci a commencé. Et puis les 3 se sont retrouvés sur le même terrain, chacun avait le papier. Et chacun pense à ce monsieur. Que mais, c'est monsieur tel qui m'a donné le terrain, si c'est monsieur tel qui m'a donné le terrain, si c'est monsieur tel qui m'a donné le terrain ici. Donc en réalité, ce qu'on constate aussi, on a réalisé dans beaucoup de villages, c'est qu'il y a beaucoup de double vente. Parfois, c'est la même personne qui vend à plusieurs personnes. Parfois, c'est des personnes différentes, donc des frères différents qui vendent à des personnes différentes. Ça, c'est aussi une autre figure du problème. Donc, l'idée, c'est de dire que ce problème-là, on l'a aussi observé dans nos villages ici et aussi à Yoko. C'est la même chose, c'est la même réalité. Et que cette situation trouble la paix sociale. Parce qu'on sait tous que ces situations vont entraîner des conflits aigus qui parfois ne finissent pas, qui parfois peuvent se finir en dégâts matériels, qui peuvent se finir en coups et blessures, qui peuvent parfois se terminer dans certains cas par mort d'homme. Donc, on ne souhaiterait pas que cela arrive. L'idée, quand on vous remet cette boîte à images, c'est également de vous sensibiliser pour une gestion durable de vos terres, mais également pour qu'à partir de ça, des leaders dans vos communautés peuvent également sensibiliser, parce que ça va rester avec vous. Vous pouvez également utiliser ça pour sensibiliser dans vos réunions de femmes, dans les réunions de jeunes, tout ça que, voilà, ce sont des transactions
qui sont dangereuses parce que cela trouble la paix dans le village, cela amène beaucoup de conflits, beaucoup de tensions. Et voilà, il faut aussi savoir une chose, c'est qu'en général, l'État recommande de ne pas vendre des terres selon cette forme-ci. Parce que toutes ces transactions-ci ne sont jamais reconnues par l'État. Ça veut dire que demain, si un projet arrive dans votre village et qu'on dit qu'on va installer le projet sur des terres, par exemple, qui ont été vendues, ces personnes ne seront jamais considérées comme de véritables propriétaires au sens de la loi. Ça veut dire que ces personnes n'auront jamais un juste dédommagement, une juste réparation pour le préjudice qu'ils vont subir. Parce que la terre a été achetée dans cette condition-ci et l'État n'accepte pas, ne reconnaît pas ce genre de transaction sur la terre. Voilà. Ici, vous allez remarquer quelque chose. C'est qu'un papa est là, sur l'image. Et qu'est-ce qu'il fait? Il est en train de donner la terre à ses fils. Il donne la terre à ses fils. Ouais. Il donne la terre à ses fils. Derrière lui, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des femmes, des filles, ou bien des jeunes qui sont comment? Oui, comment est la mine de ces gens-là? Ils sont heureux? Ils sont étonnés. Parce que dans l'idée du père, qu'est-ce qu'il a? Il a repensé à la fille, qu'est-ce qu'on a mis dessus? Ça veut dire quoi? Voilà, il n'a pas pensé à sa fille, il n'a pas pensé peut-être à ses femmes et tout et tout. Il a dit non, seuls les fils sont dignes. Hein? Le plus petit là, ça a été... Oui. Donc ça arrive dans certaines familles. Peut-être pas, je ne sais pas quelles sont les réalités, mais dans certaines familles, ça arrive. Ça arrive pourquoi? Parce que dans nos coutumes, historiquement, les terres s'obtenaient par la conquête, par la guerre. Et cette guerre-là, la plupart des temps en majesté, était faite par les hommes. Et on sait que quand un homme s'installait quelque part, c'était ses terres, et il installait ses lieutenants un peu aux côtés qui étaient des chefs de quartier. Donc, puisque c'était des hommes qui faisaient cette guerre-là et tout, ils étaient censés surveiller le territoire. Et quand ils surveillaient le territoire, c'était au service de qui? C'était pour le bien-être de leur famille. Donc, les hommes étaient donc gardiens des terres et les femmes étaient chargées de mettre en valeur. Dans notre coutume, les femmes ont toujours mis la terre en valeur. C'est la femme qui choisit où elle fait son champ. Mais c'est les hommes qui sont gardiens des terres dans la coutume parce que historiquement, les terres, dans la plupart de nos coutumes au Cameroun, se sont obtenues par guerre, par conquête et tout. C'est les hommes qui gardaient ça, les lieutenants étaient là. Donc, c'est un peu comme ça que ça s'est perpétué. Et la femme était juste chargée de la mettre en valeur pour le bien-être de la famille. Donc, c'est un peu comme ça que dans la coutume, les pouvoirs se sont naturellement repartis. Seulement qu'avec le temps, peut-être les guerres ne se font plus, le contexte a un peu évolué et de plus en plus, on constate que les femmes sont souvent un peu mises de côté quand il s'agit de prendre de grandes décisions sur la terre. Donc, l'idée en fait, c'est de dire que ensemble, il faut travailler pour faire quoi? Travailler pour que les femmes participent davantage à ces décisions. Pas dans une question de dire égalité femmes-hommes, les femmes, non, c'est pas ça l'idée. L'idée, c'est de dire que les femmes doivent davantage participer aux décisions qui concernent la gestion des terres, que ce soit des terres familiales ou bien des terres de la collectivité, parce que ce sont celles-là qui mettent ces terres-là en valeur, et parce que lorsque ces terres-là sont vendues ou distribuées sans leur consentement, sans leur consultation, la conséquence c'est quoi? C'est que beaucoup de femmes perdent des terres cultivables, l'espace des terres à cultiver réduisent, et quand ça réduit, la conséquence c'est que la nourriture que les femmes produisent pour la communauté va baisser également. Ça veut dire que ça va attaquer également la communauté sous l'angle de la sécurité alimentaire et tout ça. Donc, c'est sous cet angle que nous pensons et nous essayons de diffuser ce message. Il faut se dire, OK, il faut essayer de voir comment les femmes peuvent être davantage incluses dans ces décisions qui concernent la gestion foncière, la gestion des terres et tout ça. C'est ça l'idée. Donc, l'idée n'est pas de dire que les femmes doivent bagarrer avec les hommes ou que les femmes et les hommes sont égaux. On n'est pas dans ce discours-là. L'idée, c'est qu'il y ait plus d'harmonie et que les femmes participent davantage à la gestion foncière parce que ce sont elles qui mettent ces terres en valeur pour le bien-être de la communauté. Donc, c'est ça l'idée. Ça, c'est la gestion foncière sur le plan de la coutume dans un milieu rural. Maintenant, la diapo qui suit parle d'une chose, de la gestion foncière sous l'angle de l'État. Les terres au Cameroun sont gérées par un vieux texte de 1974. Le texte en question a certaines nuances qui font que ça peut être des freins pour les hommes même, pour les femmes ou même pour les jeunes d'avoir accès à la terre. L'image ici, vous allez voir, il y a des hommes
il y a des femmes, il y a des enfants. Vous voyez, ici, il n'y a plus de distinction. Il y a des hommes, il y a des femmes, il y a des enfants. Ici, il y a quelqu'un qui a les mains sur la tête. Ici, vous avez vu, on a mis MINCAF, le ministère des Domaines, du Cadastre et des Affaires foncières. Donc, ici, il y a cette personne qui a mis les mains sur la tête pour dire que c'est difficile d'avoir un papier de terre, un titre sur la terre au Cameroun. C'est difficile. C'est difficile, mais la loi a prévu des options et les options sont au nombre de 2 pour avoir la terre de manière formelle, de manière régulière et pour être considéré comme propriétaire normalement. La loi prévoit 2 options. Donc, la première option, c'est quoi? La loi suppose que si vous êtes né avant 1974 ou alors dans l'entrée en vigueur de cette loi qui régit les terres, ou alors si vous pouvez justifier que les mises en valeur qui sont sur votre terre datent d'avant 1974, il est possible pour vous de procéder par voie d'immatriculation directe pour obtenir un titre foncier sur votre terre. Ça, c'est la première option. Et quand on regarde uniquement cette option, que ça parle ça dit qu'il faut prouver la mise en valeur avant 1974, il est quelquefois difficile pour les jeunes. Vous comprenez que les jeunes, c'est ceux qui ont 30 ans, 25 ans. C'est souvent difficile pour eux de prouver la mise en valeur avant 1974. Parce que pour la plupart, beaucoup n'étaient pas nés à cette époque. Et quand ils ont perdu les parents, si les mises en valeur sont détruites, c'est parfois un peu plus compliqué pour eux. Donc, lorsque vous n'êtes pas capable de prouver la mise en valeur avant 1974, l'État prévoit une autre option. L'option selon laquelle vous pouvez plutôt procéder par voie de concession. Ça veut dire quoi? Dans la première hypothèse, vous devez prouver que les mises en valeur datent d'avant 1974 sur le terrain que vous voulez immatriculer. Et dans la deuxième hypothèse, la mise en valeur est plutôt postérieure. Ça veut dire quoi? Vous allez demander un titre sur un espace par voie de concession. On va vous donner un titre provisoire. On vous donne un titre provisoire, c'est lorsque vous avez réussi à mettre en valeur, par exemple, si vous avez demandé 2 hectares. Et après, vous vous battez, vous travaillez, vous réussissez à mettre en valeur sur les 2 hectares, vous réussissez à mettre en valeur 1,5 hectare. Je dis n'importe quoi. La commission va descendre après la mise en valeur. On va dire, OK, monsieur tel a demandé 2 hectares. On lui a donné de façon provisoire 2 hectares pour voir s'il est capable de mettre ces 2 hectares en valeur. Maintenant, sur les 2 hectares, il a seulement pu mettre en valeur 1,5. C'est donc sur les 1,5 là qu'on va poursuivre la procédure pour vous donner la concession définitive qui va aboutir au titre foncier. Donc, si on prend l'angle ou alors si on prend la voie de la concession, vous vous rendez compte qu'il faut plutôt prouver que vous êtes capable de mettre en valeur pour qu'on vous donne le titre de propriété sur l'espace que vous avez pu mettre en valeur réellement. Donc, c'est ça les 2 voies que la loi reconnaît pour être propriétaire au sens légal du terme. C'est difficile, mais ce n'est pas impossible. Et ce qu'on recommande souvent dans les villages, c'est que au lieu de procéder de manière individuelle, c'est toujours mieux de faire des titres fonciers collectifs, dans d'une famille et tout, parfois pour mieux supporter les coûts de la procédure et tout ce qui va avec. Ça, c'était pour cette diapositive. Merci. Et maintenant, ici, on tire vers la fin de la boîte à images. Ici, on parle de la protection du patrimoine foncier des villages. Ici, vous allez voir que sur l'image, il y a différentes personnes. Il y a les chefs de village, il y a des gens du village, il y a des autorités administratives. Oui. Pour montrer que... pour montrer ici quoi? Ici, c'est pour montrer qu'il est important de faire des cartes un peu comme on a fait là, pour permettre au village de maîtriser les dynamiques d'occupation des sols. Parce que parfois, des gens restent comme ça, ils se disent qu'ils ont encore tellement de terre derrière eux. Après, ils se rendent compte que, hey, non, on a déjà occupé là-bas. Non, on avait déjà occupé là-bas parce que parfois, on perd un peu de vue les dynamiques d'occupation des sols, comment ça s'occupe et tout. Toujours, il y a les migrants, il y a des gens qui viennent, il y a des gens qui veulent s'installer, il y a les exploitants forestiers, il y a tout ça en fait. Donc, il faut que dans les villages, les communautés soient capables de faire un peu des petites cartes participatives comme celle qu'on a fait avec vous, pour essayer de comprendre comment la terre évolue dans vos villages, pour essayer de comprendre, essayer de voir aussi de quel espace réellement les communautés disposent encore. Mais il est toujours important de se confronter également à l'autorité administrative pour superposer ces cartes peut-être au cadastre minier ou bien au cadastre foncier pour voir si l'État n'a pas fait d'autres affectations des sols, des terres qui impactent par exemple votre village. C'est toujours important de faire ça.
Donc, c'était ça l'idée un peu pour préserver les patrimoines du village. Mais également, le conseil donné aux familles, c'est que, OK, avec le temps qui vient, la route qui passe, les appétits montent, les convoitises et augmentent également pour la terre. La terre prend de la valeur. Renforcez autant que faire se peut les initiatives de mise en valeur de vos terres. Faites des constructions pérennes. À défaut, plantez des arbres durables sur vos terres et tout, pour les conserver, pour trouver des mises en valeur si à un moment donné, si vous pouvez avoir des problèmes. Donc ça, c'est un peu l'idée pour la protection des patrimoines fonciers du village. Et maintenant, je crois que, voilà, ça c'est l'avant-dernière diapo. Ici, on parle, qu'est-ce que vous voyez sur l'image? Qu'est-ce que vous voyez sur l'image ici? C'est un peu ça. Un berger a trouvé un troupeau, un agriculteur, disons un comité local, a trouvé des bœufs dans son champ, en train de dévaster ses cultures. Dans un accès de rage, il a une machette, il a déjà abattu un bœuf. Le berger qui était distrait court après lui pour dire que pardon, ne tue pas mes bêtes. Oui. En fait, cette image, c'est pour rendre compte d'un phénomène qu'on a observé ici et aussi à Yoko. Beaucoup de communautés se plaignaient du fait que voilà, ils n'ont pas toujours de bons rapports avec les éleveurs transhumants et que dans la plupart des cas, les bergers parfois laissent leurs troupeaux en divagation et finalement, beaucoup de gens trouvent leur culture détruite. Parfois, ils n'ont pas la chance même de voir qui a détruit. Et parfois, ils restent comme ça, sans réparation, sans compensation et tout ça. Et lorsque ce genre de dommages se répète, la tension monte entre différentes communautés et chacun essaye de se rendre justice lui-même lorsque cela arrive. C'est une réalité. Donc, l'idée ici, en fait, c'est de se dire, OK, au sein des communautés, il faut essayer de voir ensemble comment est-ce que vous pensez personnellement, ça c'est une question ouverte que je vous pose, comment vous pensez à votre niveau que les conflits éleveurs-agriculteurs peuvent être résolus, parce que c'est un phénomène qui ne va pas s'arrêter. La transhumance, elle est utile pour bien beaucoup de raisons. Ils ont besoin de se déplacer pour faire vivre les bêtes. Ils fuient la saison sèche. Ils viennent de plus en plus en zone forestière et c'est un phénomène qui ne va pas s'arrêter. Comment faire pour que les communautés agricultrices s'adaptent à cela? Comment faire pour que les conflits réduisent? Parce que les éleveurs viennent dans des communautés qui n'ont pas l'habitude de cohabiter avec eux.